Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents ce soir et bienvenue à cette conférence « Et si notre bien-être dépendait de notre assiette » qui s'intègre à notre programme d'activité bien-être. Comme vous le savez sans doute, la Mutualité chrétienne accorde une très grande importance à la santé mentale depuis plusieurs années, dont l'un des projets a été bien sûr la création du site « Je pense aussi à moi » dans lequel vous pouvez retrouver des activités bien-être de plusieurs régions ainsi que des articles de fond et de témoignages pour améliorer votre bien-être. Ce soir, notre volonté était de vous réunir en présentiel, mais le contexte sanitaire nous a contraints de proposer cette alternative en ligne. Merci donc à vous d'avoir accepté notre invitation et à Madame Severin de s'être adaptée à ce format. Il a tout de même beaucoup d'avantages puisque nous accueillons ce soir de nombreuses personnes provenant de différentes régions de Belgique et nous en sommes vraiment ravis. Aujourd'hui, nous recevons Madame Severin. Bonsoir Madame Severin. Bonsoir, Madame Remy. Bonsoir à toutes et Madame à tous. Severin est nutrithérapeute diplômée à l'Institut européen de nutrithérapie et phytothérapie appliquée à l'Université Paris-Descartes. Madame Severin a été formée notamment par le docteur Curtet, l'un des leaders mondiaux en nutrition, et le professeur Henri Joyeux, cancérologue depuis plus de 10 ans. À l'affût de tout ce qui est susceptible d'étayer ses connaissances, elle ne cesse de se former à travers des lectures, des formations auprès de professionnels de la santé, ainsi qu'en médecine chinoise. En plus de ces consultations, elle donne de nombreuses conférences grand public et auprès de professionnels de la santé. Ce soir, Madame Severin a accepté l'invitation de la Mutualité chrétienne pour aborder l'alimentation sous l'angle de la santé mentale. Comme nous le savons tous, se nourrir sainement est très important pour conserver une bonne santé physique. Cela diminue considérablement les risques de développer des maladies à court et à long terme. Toutefois, nous ne parlons pas suffisamment du lien entre l'alimentation et notre bien-être mental. Et pourtant, notre humeur, nos émotions et notre bien-être dépendent également de notre nutrition. Ce webinaire est donc destiné à comprendre l'impact de notre alimentation sur notre état mental et tenter de vous donner des pistes pour vous sentir mieux au quotidien. Avant de vous laisser en compagnie de Madame Severin, je voulais vous informer de quelques détails pratiques. Vous avez la possibilité, durant la conférence, de poser vos questions via l'onglet « Questions » au-dessus à droite. Nous reprendrons les questions les plus fréquemment posées à la fin de la conférence pour les poser à Madame Severin, qui tentera d'y répondre. Sachez qu'il est possible aussi de mettre pause à tout moment et de reprendre un peu plus tard. Vous avez également la possibilité de reculer. Il y aura juste un décalage, évidemment, avec les questions qui sont posées. Dès demain, vous recevrez un lien vers le replay de la conférence qui sera actif durant 15 jours. Voilà. Je termine en vous informant qu'une évaluation de la soirée sera publiée à la fin de cette conférence via le chat. Comme c'est la première fois pour nous sous cette forme, nous vous invitons vraiment à la compléter pour que nous puissions améliorer nos pratiques et avoir votre avis sur ce format en ligne. Je vous laisse à présent en compagnie de Madame Severin et je vous souhaite une agréable séance. Bonsoir à toutes. Merci, Madame Remy, pour cette présentation. Je vous remercie pour cette invitation et votre confiance surtout. Et je suis vraiment ravie de vous parler du lien entre l'assiette et le bien-être. Bien-être physique, ça on le savait, depuis quand même pas mal de temps on en parle, mais psychique également. Est bien étayé maintenant depuis de nombreuses années et encore à l'heure actuelle, beaucoup d'études ressortent à propos de ce sujet entre l'assiette et le bien-être psychique. Et donc, nous allons voir ça ensemble via cette présentation que je vous ai préparée. Et voilà, je vais juste essayer de démarrer puisque c'est une première pour moi. J'ai juste un petit problème de souris auquel je m'attendais. Mais voilà, je crois que j'y suis et voici, je peux démarrer.
Donc voilà, en quelques mots, donc la nutrithérapie, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, on en a parlé quand même souvent, j'ai donné pas mal de conférences pour les mutuelles, donc voilà, optimise la santé physique et psychique, prévient un bon nombre de problèmes de santé, ce ne sera pas vraiment le sujet aujourd'hui, on va parler plutôt du psychique, mais du physique aussi. Et comment? Par des techniques de changement du comportement alimentaire. Alors, la règle des 3 P, ça je l'aime bien, c'est personnalisé. Donc, en tout cas, moi, ma vision des choses et mon approche sera personnalisée, préventive et positive, donc sans culpabilité. Même si je mettrai quelques points sur des choses pas toujours agréables, c'est sans culpabilité aucune, mais c'est juste qu'il faut informer. Je pense que c'est vraiment important de s'en rendre compte. Pardon, je pense que j'ai fait une mauvaise manœuvre, donc voilà, j'essaye de me remettre sur la présentation. Je vous rassure, normalement, ça va aller, ça va se roder. Voilà. Donc, aliments favorisant, respectant la chrononutrition. Donc, ça, c'est vraiment un petit rappel. Je ne vais pas m'éterniser trop dessus, mais c'est quand même important. Donc, le matin, pour la santé psychique, c'est vraiment important de comprendre que la chrononutrition a un impact, pas que sur l'énergie, mais pour la santé psychique, et on va comprendre pourquoi. Donc, le matin, l'idéal est d'avoir une source de prébiotiques, de fibres, en fait, qu'on trouve dans les légumes, dans les fruits, bien mastiqués, une source de protéines animales et ou végétales, et une source de graisse, à varier évidemment les graisses, on va voir pourquoi. Et oui, les graisses sont très importantes, et une source de glucides à IG bas, qui elle est facultative, on va le voir plus tard. Donc là, j'ai étayé un petit peu, j'avais voulu mettre pas mal d'images, mais je vous rassure, ces images-là, vous allez pouvoir les revoir, donc je vais les passer, je ne vais pas trop décortiquer ce que vous voyez, mais en tout cas, dans ces assiettes, vous pouvez voir qu'il y a des protéines, il y a souvent des fibres, que ce soit en fruits ou en légumes, ça dépend un peu des goûts, et il y a toujours une source de graisse, qu'elle soit graisse plutôt animale, on peut avoir des graisses végétales, etc. Voilà un petit peu les idées que je vous ai mises. Ce sont toutes des photos qui ont été faites, soit des patientes qui m'ont envoyé leurs photos, soit moi qui prenais en photo les petits déjeuners. Et je vous rassure, il y en a plein sur le site que vous pourrez aller revoir si vous le désirez. Ici, je vous ai quand même mis le petit déjeuner idéal et celui qui est adapté aux besoins du corps. Pourquoi j'ai insisté là-dessus? C'est parce que beaucoup de personnes me demandent, oui, mais moi, salé, ça ne me convient pas, ou est-ce que le muesli me convient, les jus de légumes, etc. Donc, j'ai voulu quand même l'aborder parce que je ne l'abordais pas en général dans les autres conférences. Tout est possible. En fait, vous avez des personnes qui vont vraiment apprécier les jus de légumes, les mueslis, etc. et avoir une énergie incroyable pour toute la matinée, et d'autres qui vont avoir plutôt des faiblesses, des hypoglycémies, et ça ne conviendra pas. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de tester. Il n'y a rien de mieux que le test, et de faire le point une fois de temps en temps en vous disant, tiens, quand je mange ceci, je me sens mieux, je suis bien calée jusqu'au midi, j'ai beaucoup d'énergie, ou quand je bois plutôt un jus de légumes qui me convient mieux, je me sens bien. Donc ça, c'est vraiment à chacun, et comme je vous le disais en démarrant, individualiser, personnaliser l'approche est très importante. Nous ne sommes pas tous les mêmes, nous n'avons pas le même métabolisme et nous n'avons pas non plus le même métier. Et donc, tout ça va être aussi dépendant de notre activité et de notre métabolisme. Alors, une chose que j'avais envie vraiment de parler et qui me tient à cœur, c'est le bon carburant. Que se passe-t-il quand le bon carburant fait défaut au niveau, on va dire, plutôt psychologique, psychique? C'est le manque de dopamine en premier lieu. Donc, la dopamine, pour rappel, c'est un neurotransmetteur qui va être important c'est le starter de la journée, en fait. Sans la dopamine, vous avez tendance à avoir tendance à avoir des addictions, des envies de sucre compulsives, souvent des échecs de tout type de sevrage quand il y a un manque de dopamine. On va voir par la suite, je vous rassure, un petit peu plus ce que c'est que la dopamine et d'autres neurotransmetteurs qui rentrent vraiment qui ont une importance incroyable dans le comportement et qui va être optimisé via l'alimentation et surtout le bon carburant au bon moment.
Une deuxième chose qui peut se passer si le carburant fait défaut, le bon carburant, c'est l'hypoglycémie réactionnelle qu'on peut voir souvent, mais qui n'est pas toujours bien comprise. Ça peut être des coups de pompe, ça peut être des envies de sucre après le repas, mais ça peut être aussi de la confusion, de l'étourdissement, de l'agitation, parfois des tremblements, des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup de café pour tenir le coup jusqu'à midi, ou qui vont devoir reprendre vite quelque chose vers 9-10 heures pour tenir le coup. La troisième chose, c'est le manque de sérotonine. Le manque de sérotonine, c'est un neurotransmetteur comme la dopamine, mais qui, lui, a plutôt tendance à être le neurotransmetteur de la relaxation, du bien-être, où là, on décompresse. Et en fait, si cette sérotonine fait défaut par manque de bon carburant, et on va, je vous rassure, étayer un petit peu tout ça, avoir envie de sucre fin de journée, des compulsions, une irritabilité fin de journée ou même dans l'après-midi, de l'impatience, un sommeil non récupérateur, voire même des nuits blanches ou des sommeils vraiment perturbés. Un sommeil perturbé, pardon. Donc ici, les pièges du petit déjeuner. Je vais vraiment faire vite parce que je pense que les personnes qui ont déjà vu mes conférences vont se dire, bon, bah, ça on sait, mais un petit rappel rapide sont les pièges à éviter du petit déjeuner où là, vous voyez, vous avez beaucoup de sucre et vous risquez l'hypoglycémie. Vous ne risquez pas, vous aurez une hypoglycémie malheureusement qui ne sera pas toujours vue par telle qu'elle, mais je vous expliquerai un petit peu comment on peut la percevoir. Donc, les céréales du petit déjeuner, même s'il est marqué sans sucre ajouté, c'est du sucre, hein. Donc, il faut vraiment savoir que quand vous voyez sans sucre ajouté, à la limite, il vaut mieux se méfier. Les petits sandwichs mous, c'est du sucre. Les jus, même fait maison, c'est du sucre rapide qui passe trop rapidement le matin dans le corps et ce n'est pas l'idéal, à moins d'aller faire un marathon juste après et encore. Et donc, voilà, ça c'est très important de le savoir. Sinon, vous risquez en effet de vous retrouver un petit peu à plat, comme cette photo assez parlante. Voilà, d'autres pièges du petit déjeuner, parce que je sais aussi qu'en consultation, on me parle quelquefois des Crisprol et du jus, etc. Donc, je voulais quand même le mettre. Et alors, vous voyez en haut à droite, les petits pitchs au chocolat, etc. Ce sont des bombes de sucre. Et on va voir surtout, ce qui est intéressant, c'est l'impact de ce sucre sur les neurotransmetteurs. Je suis désolée si je bégaye, mais je cherche ma souris, puisque j'ai 2 écrans, hein, comme ça vous savez tout. Voilà, je la retrouve. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ces sucres dès le matin vont provoquer un manque de dopamine, comme je vous disais, on va en reparler, des hypoglycémies et des drôles de comportements. Et là, on va voir un petit peu. Donc là, je parle des enfants, mais vraiment, on peut dire les enfants et les adultes sont particulièrement concernés par ces petits déjeuners bien trop sucrés dès le lever du jour. Les céréales qui leur sont destinées le plus souvent sont des produits ultra transformés. En fait, les produits ultra transformés, je vais en reparler un petit peu parce qu'on appelle ça AUT. Souvent, vous allez voir ces 3 lettres, AUT, aliments ultra transformés, qui présentent systématiquement un taux de sucre très élevé puisqu'ils sont hyper transformés et même s'ils ont un goût salé, les industriels vont rajouter du sucre, du sirop de glucose, fructose, du maïs, on va en parler un peu, qui va provoquer des hyperglycémies réactionnelles et, comme je vous le disais, provoquer un problème d'attention, etc. On va le voir un petit peu d'hypoglycémie et le comportement qui va s'en faire ressentir. Donc, on va voir beaucoup d'agitation, d'irritabilité de la part de certains enfants qui ne sont pas toujours compris, mais je remarque quand même que beaucoup d'instituteurs et d'institutrices le disent. Ils voient la différence quand les parents changent le petit déjeuner, mais on le voit beaucoup chez les enfants parce qu'eux vont se lâcher, vont être peut-être plus voilà, certaines photos hein, vont être plus parlantes. Hein, on souhaite avoir des maux de ventre parce que ce sucre va nourrir la mauvaise flore. On en parlera un petit peu de l'intestin parce qu'il a quand même un lien énorme avec notre santé psychique. Mais on aura aussi des enfants qui sont vraiment complètement repliés sur eux-mêmes, mal dans leur peau, liés à ces hypoglycémies et qui provoquent des comportements très
très complexe. Et finalement, beaucoup d'adultes pourraient se retrouver là-dedans, simplement que l'adulte va essayer de se contrôler, de ne pas le montrer, mais va souvent ressentir un mal-être quand il est en hypoglycémie et qu'il manque de dopamine justement, et n'aura plus de motivation, va se lever mais sans savoir vraiment pourquoi, il faut aller travailler, mais plus aucun entrain, plus envie de quoi que ce soit. Voilà encore des mauvaises idées que je voulais mettre en avant en vitesse quand même, puisque c'est ce que j'entends souvent en première consultation, des personnes qui ne le font pas qui font par manque d'information, je pense, et parce que on fait véhiculer beaucoup trop d'informations, hein, et on ne s'y retrouve plus. Donc là, l'important, c'est de savoir quand même que là, quand vous avez des produits allégés, non seulement ça ne vous nourrit pas au sens propre, ça vous remplit entre guillemets, mais pas pour longtemps. Donc, du coup, votre corps va vous le faire sentir. Et deuxième chose, dans ces produits, on va le voir, il y a quand même pas mal de choses rajoutées qui vont perturber le système nerveux et qui va créer de réels problèmes au niveau psychique. J'ai quand même mis la gaufre, donc j'ai mis des produits hyper industriels, et la gaufre qui est souvent les hommes qui me parlent de cette gaufre le matin, quand ce sont des hommes qui partent très rapidement et qui s'arrêtent à la pompe à essence pour aller chercher une gaufre. Ce sont des personnes qui vont grignoter toute la journée et avoir des coups de pompe toute la journée. Donc, petit clin d'œil à certains hommes qui vont se reconnaître, et peut-être quelques femmes aussi. Mais voilà ce qui se passe dans ces cas-là. Donc, on attend avec impatience le midi, si on a réussi, sinon on a souvent dû grignoter ou boire des boissons allégées en style Coca Light, etc., pour ne citer aucune marque, mais qui vous donnent la sensation de tenir le coup. Voilà où je voulais en venir pour aller dans le vif du sujet. Donc, que se passe-t-il quand la dopamine est basse ? Donc, la dopamine, pour rappel, ce fameux neurotransmetteur dont nous avons besoin pour la matinée, mais pour toute la journée et même la soirée, contrairement à ce qu'on peut imaginer, puisqu'on entend dopamine, dopé, donc on se dit on en a besoin le matin et puis c'est bon. Non, en fait, dès qu'on n'a pas de dopamine, qu'on n'en fabrique pas suffisamment, on va avoir certains symptômes qui vont être interpellants. Voilà, nous, en tant que nutri et pas mal d'autres, nous, en tant que naturopathes, nutri, etc., on va souvent poser des questions et se rendre compte qu'il y aura souvent un problème d'indifférence, d'absence de joie de vivre, d'engouement, que la vie qui devient monotone quand on entend les gens parler, ils ont l'air un petit peu abattus, une diminution de la libido. Syndrome des jambes sans repos, ça on a beaucoup, et beaucoup de personnes pensent que c'est vraiment une pathologie où tout de suite on doit avoir recours à certains médicaments. Certes, ça peut l'être, mais c'est tout d'abord un manque de dopamine qu'on peut vraiment, vraiment arriver à contrôler grâce à l'alimentation. Des mouvements maladroits aussi qu'on peut retrouver, une baisse de la motivation, un manque d'entrain, une absence de projet à court, moyen et long terme, des troubles de l'attention. Ça, on va le voir beaucoup chez les enfants, mais y compris chez l'adulte qui me dit souvent je perds la mémoire, j'ai l'impression de démarrer Alzheimer, etc. Certes, il y a aussi le côté beaucoup de travail, beaucoup de choses en tête, mais il y a vraiment l'alimentation qui a un impact. Et l'addiction potentielle à diverses drogues, puisque ce qui est logique, hein, quand on parle de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui est quelque part un dopant naturel, hein, qui nous donne envie de faire, puisqu'il fait défaut, si on n'a pas le bon carburant, on va devoir trouver des compensations pour se doper quelque part, et on verra les personnes qui manquent de dopamine auront tendance à soit aller vers l'alcool, le tabac, la cocaïne, le chocolat, le café, le sucre, etc. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir tous ces symptômes. Je ne dis pas qu'on les a tous, hein, ça dépend un petit peu à quel stade on se trouve, mais en tout cas, on peut voir vraiment souvent ce genre de manifestations. Alors, je voulais aussi parler du concept des calories vides dès le matin, parce que, évidemment, si je vous parle de protéines le matin, vous allez me dire, oui, mais moi, je mange du fromage et du jambon, un peu de pain, et donc, je suis dans le bon. Eh bien, en fait, vous avez quand même de ce côté, là, je tiens à le dire, le côté des protéines hyper AUT, donc des aliments ultra transformés, ces fameux aliments qui sont passés par différentes phases, où on a rajouté
pas mal d'additifs, d'arômes, pour qu'ils restent bons longtemps dans le frigo, pour qu'ils ne pourrissent presque jamais, ce qui n'est pas normal, on est d'accord, et qui sont des aliments vides, en fait, des calories vides. Donc, ce sont des calories qui n'apportent pas de nutriments et ni d'énergie. Du coup, ce sont en général des calories qui vont se stocker et qui vont créer aussi une fatigue. Par contre, vous avez des calories pleines, entre guillemets, ou riches en nutriments, et là, vous allez vous retrouver avec des aliments plus vrais. On va parler des aliments qu'on va aller chercher à la découpe plutôt que sous vide, etc., qui ne prennent pas beaucoup de temps à préparer, vraiment pas, juste que c'est une autre façon peut-être de faire ses courses plus intéressante, et très vite ressenti. Donc voilà un petit peu ce qui se passe quand vous êtes sur des produits transformés qui certes sont peut-être pratiques, pense-t-on, et avec un gain de temps parce qu'on achète tout au même endroit, mais malheureusement, le gain de temps est vite perdu parce qu'en fait, vous n'avancez pas avec ce genre de produit et vous vous intoxiquez un petit peu tous les jours, malheureusement. Alors voilà, ça c'est un site que j'aime beaucoup. Qui montre un peu les différents neurotransmetteurs qui sont en action et qui sont hyper importants. Vous voyez le GABA qui, lui, s'il manque, va procurer du stress, de l'anxiété, de la nervosité, et on va souvent avoir recours aux benzodiazépines, donc les antidépresseurs, etc., l'alcool, pour se calmer, donc les personnes qui manquent de GABA. Et là, c'est vraiment, on a besoin d'acides aminés qu'on va retrouver dans les aliments comme les protéines pour avoir ce GABA en suffisance. Vous avez la dopamine dont je vous ai parlé et qui, pour moi, est une des plus importantes, qui est la dopamine, c'est vraiment, là, on va parler de neurotransmetteurs du plaisir, de la motivation, de l'action, de l'envie de faire. Et donc, là, vous voyez, dans le bol que je vous ai mis, vous avez besoin de certains minéraux, certaines vitamines. Si vous n'avez pas tout ça, plus les acides aminés qu'on trouve dans les protéines, excusez-moi si c'est un petit peu plus complexe, mais je vais vous expliquer ça par la suite. Mais quand vous manquez de tous ces minéraux et de toutes ces vitamines et de ces bonnes protéines de qualité, eh bien, vous allez avoir chaque fois une diminution ou un déséquilibre au niveau de tous ces neurotransmetteurs. Et vous voyez tous ces neurotransmetteurs qui peuvent vraiment occasionner pas mal de déséquilibre au niveau du comportement, au niveau du bien-être et du système nerveux. Et donc, vraiment, on a besoin de ces cofacteurs, de ces vitamines et minéraux pour arriver à fabriquer ou en tout cas à mettre à fabriquer ces neurotransmetteurs. Donc ça, c'est vraiment une DIA qui, je vais la passer maintenant parce qu'elle est peut-être un peu plus compliquée, mais en tout cas à tenir en compte et à revoir peut-être pour essayer de comprendre, tiens, où se trouve peut-être mon problème. Donc la mélatonine, on doit vraiment en parler puisque le sommeil profond est très important justement pour avoir les idées claires, pour être bien dans sa peau. Et ça, si elle fait défaut, bien évidemment, vous aurez aussi tous les problèmes psychiques, de dépression, etc. Et vous ne dormez pas. Donc voilà, ça c'est très important de revoir tout ça. Alors, voilà, donc aliments à favoriser en respectant la chrononutrition pour le midi. Donc je vous ai parlé du petit déjeuner et pour le midi, c'est assez simple. Une source de fibres telles que les légumes variés et de saison de préférence, une source de protéines animales ou végétales variées et plus intéressant. Et en pratique, moi, ce que je conseille toujours, c'est souvent, et c'est ce que je fais pour moi en tout cas, c'est de mélanger des restes du souper sous forme de salade à réchauffer ou non en fonction du temps. On pourrait avoir l'impression que les salades froides sont de saison. Pour le moment, on est encore un peu dans le chaud. Ça va arriver, je vous rassure. Donc voilà, le repas de midi idéal, ça peut être des restes. Vous voyez, donc vous n'êtes pas obligé de cuisiner à midi parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais vous pouvez cuisiner le soir et avoir des restes que vous vous préparez pour partir travailler ou que vous réchauffez chez vous, puisqu'il y a beaucoup de télétravail en ce moment. Voilà, je vous ai encore mis des idées, mais il y en a plein, je vous rassure.
Sur Internet, vous en trouvez beaucoup. Vous avez mon site aussi, si vous le voulez, mon profil Facebook et Instagram maintenant. Donc, il y a de quoi faire. Voilà un petit peu les photos de lunchbox qui peuvent vous aider. Moi, je trouve que quand vous tapez lunchbox coloré dans une barre de recherche, vous avez plein de couleurs, plein d'idées. Et après, à vous à faire avec ce que vous avez dans le frigo, bien évidemment, et vos goûts, et essayer de varier un petit peu en toute simplicité. Les pièges à éviter, donc là, je vais passer assez vite, mais il faut quand même en parler. Les pièges à éviter, c'est les extrêmes, hein, donc qui vont provoquer frustration, la privation, par exemple. On va voir gens qui tout d'un coup décident de se priver parce qu'ils veulent absolument perdre quelques kilos et vont manger, comme vous voyez, quelques feuilles de salade. J'ai exagéré avec cette photo, mais allez, quelques tomates, un peu de concombre et la salade, et même pas, et surtout pas d'huile d'olive. Alors ça, souvent, j'entends pas de graisse, hein, parce que ça fait prendre du poids. Idée reçue, malheureusement, mais on n'en parlera pas, on parlera pas de ça aujourd'hui. Un simple potage qui va pas vous caler et qui va vous faire compenser en fin de journée et qui vous prive, et le sentiment de privation va faire que vous allez repartir dans des extrêmes. Et quand vous passez dans les extrêmes, qu'est-ce qui arrive? La culpabilité. Donc là, vous partez aussi dans un phénomène de culpabilité qui va vous poursuivre toute la journée. Et on sait bien qu'au niveau de la santé mentale, c'est pas l'idéal, la culpabilité. Donc voilà, soyez dans l'équilibre. Alors ça, mauvaise idée, oui. Donc ça, c'est un petit peu toutes les fausses idées ou ce qu'on voit beaucoup dans les armoires, hein, Belvita, et cetera, des petits biscuits petit déjeuner, ou toutes des fausses pubs, sacs aliments pour maigrir. Si ça existait vraiment et que ça marchait chez tout le monde, ça se saurait. Donc nous sommes tous différents. Et ce qui est important, c'est de repartir sur des aliments plus bruts et pas transformés comme ceux-ci. Voilà, encore une fois, un autre exemple là où on a encore beaucoup. Alors là, c'est très intéressant, c'est que tout ce qui est candérel, donc tous les faux sucres, en fait, il faut quand même savoir, c'est une information importante, c'est que votre corps, votre cerveau, quand il a l'information qui a un goût sucré, quand vos papilles goûtent le goût sucré, il va avoir une information au niveau du cerveau qui dit j'ai du sucre, il y a du sucre, donc il déclenche quand même toute la batterie de tout ce qu'il doit faire lorsqu'il y a du sucre dans l'alimentation, c'est-à-dire déclencher l'insuline, donc fatiguer le pancréas, qui va provoquer finalement une hypoglycémie puisqu'il n'y a pas de sucre alors qu'elle s'est déclenchée. Donc vous voyez, le fait de mentir à votre corps, il vous le fera payer de toute façon, et alors vous allez vous retrouver avec pas mal de sensations de mal-être. Et il faut quand même le dire, tout ce qui est aspartame, etc., des études bien étayées, malheureusement qui ne sont pas toujours bien lues ou dont on ne parle pas parce que ça ne rapporte pas, qui montrent vraiment que c'est très délétère pour le système digestif. L'estomac est énorme, vraiment un gros impact sur le microbiote intestinal qui, lui, a un lien direct avec notre cerveau. Donc, c'est vraiment important d'en parler, de tous ces produits qui non seulement ne font pas maigrir, au contraire, et qui vont avoir un impact délétère sur votre humeur. Voilà, ça c'était pour la petite... je trouvais ça pas mal, mais vraiment... fouiller les produits light. Voilà, le goûter idéal. Alors, le goûter idéal, pourquoi est-ce que j'en parle? On pourrait se dire, oh, la chrononutrition, on connaît, il y a plein de bouquins. Oui, en effet. D'ailleurs, il faut quelquefois peu sortir des bouquins pour aller être aussi, ressentir un peu plus les choses, c'est se savoir qu'on est tous différents. Mais le goûter, il peut être important chez certaines personnes, mais il n'est pas toujours important si vous soupez tôt, si vous avez bien déjeuné, bien dîné. Eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de goûter. Il y en a d'autres qui soupent un peu plus tard ou qui ont besoin de goûter. Et donc, le goûter va vous permettre de fabriquer, ou en tout cas d'augmenter le taux de sérotonine dans le corps, le fameux neurotransmetteur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est là pour vous permettre d'être plus zen, de ne pas avoir envie de grignoter ou de dévaliser le frigo en rentrant. Si vous vous retrouvez dans ce genre de comportement, quand vous rentrez du travail, vous avez envie de dévorer du sucré comme du salé, il y a plusieurs possibilités.
soit votre déjeuner, votre dîner ont fait défaut ou n'ont pas été le bon carburant, soit vous avez eu une journée hyper stressante et donc du coup vous avez consommé beaucoup de sucre, donc il faut remonter un peu votre glycémie avec des glucides, mais de qualité si possible pour ne pas avoir un pic de glycémie et puis encore une hypoglycémie en rentrant. Donc l'idée, c'est d'avoir des produits les plus bruts possibles, les moins transformés. Ça aussi, vous retrouverez des recettes, je vous rassure. Donc, on va passer au souper pour pouvoir après vous parler de tous ces neurotransmetteurs qui ont un impact énorme sur notre bien-être psychique. Donc, le repas du soir, léger et si possible sans ou peu de protéines animales. Beaucoup pensent, je sais, et je peux comprendre parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui partaient un peu dans tous les sens. Ah, bah, c'est mieux une protéine, pas de féculents et des légumes. Ça dépend. La protéine animale, si elle est consommée en petite quantité et pas tous les jours, elle peut être intéressante le soir si on a besoin de recharger en protéines pour les sportifs, etc. aussi. Mais l'idéal, il faut savoir que le soir, si on devait être végétarien, c'est le soir en fait. Donc les protéines vont bloquer un petit peu le métabolisme de certaines hormones pendant la nuit et vont occasionner des problèmes de sommeil qui vont être à la clé d'irritabilité le lendemain, de fatigue chronique, etc. et de dépression du coup, puisque quand on est fatigué sur du long terme, on commence à déprimer. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis le repas plutôt léger et plutôt, j'aime pas le mot végétarien, mais il n'est pas dérangeant si c'est pris comme ça, si on n'oublie pas les protéines, à mon sens, le matin et midi, mais ça, c'est ce que je pense et ce que je vois au quotidien. C'est-à-dire que le soir, quand vous allégez en protéines animales, vous allez avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur et vous le réveillez en meilleure forme. Alors, je vais avancer et on en reparlera encore un peu plus. Donc, voilà ce qu'on peut voir souvent au souper. Pas toujours, bien évidemment, et encore une fois, il faut vivre. Hein. Donc, moi, je dis toujours, il faut profiter aussi. On va au restaurant, on recommence à y aller un petit peu et on va y retourner. Donc, profitons quand on va au restaurant de manger une bonne viande si on en a envie, mais quand on est chez soi, si possible, alléger un maximum le soir pour avoir un bon sommeil récupérateur et passer une semaine agréable. Maintenant, une fois de temps en temps, ça n'a jamais posé problème. Mais voilà ce qui peut se passer lorsque vous êtes plutôt dans des gros repas lourds le soir, c'est que votre dopamine chute très fort, donc vous avez les neurotransmetteurs qui sont vraiment dans les chaussettes et vous allez démarrer déjà votre journée épuisée. Et là, le repas du soir idéal, j'ai mis des exemples. Vous voyez beaucoup de couleurs. On peut très bien avoir des féculents en moins grosse quantité avec beaucoup de légumes. Et si vous avez vraiment envie d'une protéine, allez plus vers des protéines animales qui sont plus faciles à digérer comme le poisson, une viande blanche, mais en plus petite quantité. Essayez de diminuer le soir. Vous verrez que directement, en quelques jours, le sommeil commence à être bien meilleur et vous vous réveillez en pleine forme et souvent en ayant faim pour ceux qui n'ont jamais faim le matin. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire de mettre des couleurs dans son assiette. Cela renforce le plaisir des pupilles et des papilles, mais surtout une assiette colorée, une assiette est une assiette en général équilibrée. Et alors je vous rassure, plus vous allez mettre de la couleur dans vos assiettes, moins vous aurez envie des aliments ternes et fades, qui n'apportent pas beaucoup de nutriments. Par contre, inversement, et ça, il faut le savoir, parce que c'est intéressant et ça peut arriver, ça arrive souvent, c'est que quand vous mangez quelques jours d'affilée des produits comme des pâtes, 2 jours d'affilée, un gros sandwich, etc., des plats uniques, comme on dit, pendant plusieurs jours, ben, vous allez avoir envie de ces plats-là. Ça devient très addictif. Donc, l'idée, c'est vraiment quand vous faites des plats comme ça uniques, une pizza, des pâtes, etc., où tout le monde a le droit de se faire plaisir, mais retournez quand même le plus rapidement possible dans des aliments bien colorés qui vous apportent beaucoup de légumes, de fibres, etc., pour ne pas tomber dans l'extrême à chaque fois. Alors la cuisson,
importante quand même d'en parler puisqu'on sait que vous pouvez avoir de très bons aliments, de très bons nutriments, mais qui peuvent être complètement bousillés à la cuisson. Et donc ça, c'est quand même une chose importante. Là, vous voyez une petite photo avec une marguerite. Que je trouve ça génial parce que ça coûte pas cher. Il n'y a pas besoin d'acheter des ustensiles hyper chers. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des choses qu'on vend. Alors souvent les gens achètent, sont tout contents, mais ça se retrouve dans le placard une semaine après ou allez voir un mois après ou en vente deuxième main. Donc d'abord utiliser des choses qui ne coûtent pas cher. Ce sont des petites choses qui permettent de cuire à la vapeur tout ce qu'on veut et qui se mettent dans n'importe quelle casserole avec un peu d'eau au fond. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est d'éviter les graisses végétales pour la cuisson, puisque ces graisses végétales ont été hydrogénées, donc transformées. Donc ça fait partie des aliments ultra transformés qui vont avoir un impact sur votre santé psychique et physique, quoi qu'il arrive. Donc à retourner vers la simplicité. Vous avez l'huile d'olive, bio de préférence et en bouteille en verre, puisque vous savez que tout ce qui est gras va souvent, tout ce qu'on va retrouver comme résidus toxiques dans les plastiques vont vraiment migrer vers le gras. Donc tout ce qui est gras, vaut mieux le prendre dans des contenants en verre. Le ghee, alors le beurre clarifié est quand même une alternative aussi extraordinaire puisque on peut chauffer à haute température avec le ghee quand on veut saisir quelque chose et qu'on ne peut pas faire avec l'huile d'olive puisqu'elle va s'oxyder et alors va être délétère. Donc quand vous voulez cuire, saisir, vous avez le beurre clarifié, vous avez la graisse de canard qu'on oublie, mais dans le sud-ouest, ils l'utilisent et la santé cardiovasculaire est visiblement très intéressante grâce à tous ces aliments. Il ne faut juste pas accompagner à chaque fois d'une bouteille de vin. Là, le beurre de ferme au lait cru, tout simplement, si vous aimez, si vous n'avez pas d'intolérance. Vous avez aussi l'opportunité d'adopter la cuisson basse température. Donc souvent, on cuit un peu trop rapidement et malheureusement, on va dénaturer les nutriments. Et donc, vous avez basse température, vapeur si possible. Ça, c'est vraiment intéressant. Évitez les céréales à cuisson rapide car l'index glycémique est en général plus élevé. Donc, encore une fois, quand vous avez des paquets où il est marqué cuit en 3 minutes, essayez de les éviter parce qu'en général, ils vont faire monter votre taux de sucre très rapidement et créer une hypoglycémie. Donc, un malaise, il y en a même qui vont vraiment ressentir un malaise physique et aussi certains des grosses déprimes après une hypoglycémie. Laissez tremper vos céréales quelques heures avant de les cuire, ça c'est l'idéal. Ce n'est pas toujours évident quand on n'est pas habitué, mais vous pouvez vous dire, tiens, le soir, je vais laisser tremper un peu du riz, du quinoa, etc. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Vous allez nettoyer le riz, le quinoa, les céréales comme le millet, de toutes leurs impuretés. Et vous allez voir que quand vous verrez l'eau, vous serez content d'avoir laissé tremper et de rincer. Le temps de cuisson sera réduit, donc vous allez gagner du temps quand vous allez les cuire et la digestion sera vraiment meilleure et vous allez avoir beaucoup plus de nutriments quand vous laissez tremper les céréales. Donc ça, je tenais quand même à en parler. Exemple d'assaisonnement, donc je ne vais pas vous lire tout ça, j'ai juste mis à la fin quelque chose qui peut-être, deux choses dont je vais parler. Les autres choses on connaît, mais la sauce tamari bio, c'est une sauce soja lactofermentée sans gluten qu'on va retrouver dans les magasins bio en général et qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine thaïlandaise, japonaise, etc., qui peut être vraiment intéressante et qui peut vous donner un petit peu un autre goût pour donner un peu d'autres assaisonnements, d'autres idées. Le citron, tout simple, on l'oublie, mais va apporter de la vitamine C, va protéger de l'oxydation vos aliments et donne un coup de peps dans vos plats. Et la légumeuse, c'est une recette que je vous ai mise sur mon site et on peut varier à l'infini des sauces, mais qui sont bonnes pour la santé. Alors, je vais parler encore un petit peu de la cuisson et puis on va parler après vraiment des neurotransmetteurs. Donc, évitez la caramélisation de votre organisme. J'aime bien en parler en plus maintenant quand on va commencer, je suppose, à un moment donné, les barbecues. Donc, la glycation, c'est une caramélisation en fait à l'échelle de vos cellules.
Je m'explique. La consommation de produits glyqués sont des produits en fait qui sont chauffés en température, hyper industrielle en général, et qui sont appliqués entre autres dans le développement du stress oxydatif. Donc, comme le stress oxydatif, c'est vraiment on va dire une oxydation de vos cellules. Donc, un vieillissement prématuré cellulaire, ça c'est une chose, mais une inflammation des tissus cardiaques, mais une inflammation, on va dire presque totale du corps. Et pourquoi je voulais en parler dans le cadre de la santé mentale, de notre santé mentale, c'est parce qu'on s'est rendu compte que tous ces produits chauffés en température vont provoquer une inflammation au niveau du cerveau et va créer beaucoup de dépression, de flou mental. Et donc, ces produits glyqués, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Et la consommation d'acrylamide, ce sont souvent des substances qui vont se produire lorsqu'on va frire des aliments, quand on va manger des chips, etc. Et qui sont en plus responsables de beaucoup de maladies. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, on pense toujours, oui, c'est pas bon pour nos artères, mais il n'y a pas que ça. Ces aliments, ces produits transformés, chauffés en température, vont provoquer une inflammation au niveau du cerveau. Donc ça passe par la barrière hémato-encéphalique, par différents niveaux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver. Donc, tout ce qui est un peu cramé, bon, c'est pas pour une fois de temps en temps, hein, encore une fois, mais le problème, c'est que, par exemple, je vois souvent en été, quand on a un bel été, les barbecues sont souvent présents et c'est vrai que je vois que souvent les viandes beaucoup enfin assez noircies, tout ce qui est frit, ça c'est très addictif, ça donne envie, mais il y en a beaucoup trop. La tartine grillée du petit déjeuner tous les matins, ça peut poser problème aussi parce que souvent des personnes le font pensant que c'est bien. Oui, ça peut être plus digeste, mais il ne faut pas que ça change de couleur. Sinon, vous allez vraiment créer beaucoup d'inflammation. Alors, la qualité des aliments est très importante puisque je vous disais, quand vous voyez tout à l'heure, vous pourrez revoir la dia avec tous les neurotransmetteurs qui vous permettent d'avoir un équilibre mental au top. En fait, il vous faut plein de nutriments, des vitamines B, la vitamine C, du fer, du potassium, etc. On sait que maintenant, les aliments, on consomme de moins en moins, malheureusement, d'aliments bruts. Alors, ça commence à changer. Je trouve que depuis quelque temps, je vois quand même beaucoup de personnes qui font très attention, mais on a encore beaucoup dans les armoires des produits hyper rapides à utiliser, mais complètement transformés, où il n'y a plus rien au niveau nutriments. Et donc ça, c'est important de s'en rendre compte. La teneur en calcium, en fer, en vitamine B et en C, en protéines ont significativement diminué, non seulement par la transformation, par la pauvreté aussi des sols, etc. La vitamine C, quand même une chose importante, des fruits sont en chute libre et beaucoup de nouveaux cas de scorbut dans les pays développés, ce qui n'existait pas plus, en tout cas depuis des dizaines d'années, ont été à nouveau répertoriés. Donc, il faut quand même savoir que nous sommes carencés, même quelquefois, en pensant manger beaucoup de légumes. Donc, l'important, c'est d'essayer d'aller vers des légumes non stressés. Qu'est-ce que sont les légumes non stressés? Ce sont des légumes, vous voyez, les tomates qui sont à votre droite, qui sont un petit peu abîmées, qui ont dû se battre contre les intempéries parce qu'elles n'avaient pas de pesticides et elles ont dû développer beaucoup d'antioxydants et elles sont gorgées de vitamines. Par contre, à gauche, les belles tomates brillantes, on peut le faire avec les pommes, on peut le faire avec plein de choses brillantes qui malheureusement sont encore achetées parce que je pense que si on n'en achetait pas, on n'en verrait plus dans les grandes surfaces, ils s'adaptent. Hein. Eh bien, ça attire, mais pourtant, on voit qu'elles n'ont pas été du tout stressées. Hein. Elles sont toutes belles, toutes rondes, souvent calibrées. Ça, c'est mauvais signe. Donc, prenez des aliments bruts, non calibrés, qui ont vécu, en tout cas. Ceux-là regorgent de vitamines. Alors, le sirop de fructose-glucose, qui est souvent répertorié comme sirop de maïs dans les produits, très important quand même à dire, fait partie du cracking, donc c'est vraiment, on décompose un aliment comme le maïs, on le décompose en plusieurs particules et on va utiliser ça pour l'alimentation industrielle. On la retrouve,
on le sait maintenant dans tous les sodas, les confiseries, les sauces, des soupes, mais aussi dans des compotes pour bébés, dans des biscuits pour enfants, pour petits, parce que ça coûte pas cher, que c'est très intéressant et hyper addictif, mais très violent pour le pancréas. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on sait que le pancréas, quand il est touché, on aura, quoi qu'il arrive, déjà un problème de santé. Déjà chez les jeunes, on voit beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de prédiabète, les petits, dû à ce fameux sirop de glucose-fructose caché dans beaucoup d'aliments. Et donc, très important quand même de les repérer. Mais c'est pas, l'idée n'est pas d'aller lire toutes les étiquettes. Je pense que ce qui est tout simple à faire, c'est quand vous voyez des produits transformés, vous savez qu'en général, il y en a. Donc, je dirais que je ne vous demande pas de manger des carottes crues, du matin au soir, mais de prendre des aliments et de les cuisiner soi-même. Et une fois de temps en temps, on se fait plaisir ou on se dépanne avec des aliments, transformés. Ça arrive et ça arrivera encore. Donc il faut se méfier, de tout ce que l'on a à préparer soi-même, y compris les préparations salées, comme je vous disais, où on se dit: «Bah, il y a pas de glucose ou de fructose dedans, puisque c'est salé». Eh bien, détrompez-vous, vous allez être étonnés si vous allez voir sur certaines étiquettes d'aliments ou de plats salés que vous avez achetés et même dans des bocaux de simples petits pois et carottes. Alors là, je vais un petit peu passer, pour qu'on ait du temps pour les questions-réponses. Je pense que c'est vraiment important. Les aliments toxiques, donc là, je vous en ai déjà parlé, les édulcorants, les émulsifiants, les additifs alimentaires, comme le glutamate, le E621, retenez-le, celui-là, il est intéressant, en fait, vont créer beaucoup d'addictions et des excitations, excitation des papilles, mais excitation du cerveau. Et là, on a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, qui, quand elles vont manger des aliments riches en glutamate, vont avoir vraiment des crises. Chez des enfants, on peut voir ça, mais chez des adultes aussi, ils deviennent, un peu, pas violents peut-être, mais en tout cas, agressifs. On verra que des repas peuvent tourner mal, en lien avec ce qui a été consommé pendant le repas et d'autres repas où tout le monde va être heureux, tout le monde va être bien parce qu'il y aurait eu beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder, et on verra qu'on peut, se disputer au bout d'une soirée si on a consommé beaucoup de plats riches en glutamate ou en édulcorants et cetera. Voilà un petit peu les fameux chips, souvent, les charcuteries aussi, hein, en excès, les mauvaises charcuteries, je tiens à le dire, parce qu'il y a vraiment de plus en plus de producteurs locaux, de bons bouchers qui font très attention à ne plus mettre tout ça, et là, on a le plaisir, mais sans les inconvénients. Voilà, cette image parle d'elle-même, comme ça vous donne une petite idée de ce qu'on mange. Alors là, les pouvoirs extraordinaires de notre attestat sur notre bien-être, alors, ça je tenais à en parler absolument. Vous savez que je suis passionnée par le système digestif depuis de nombreuses années et j'apprends encore et on apprend encore beaucoup de choses en ce moment et on voit vraiment un lien, très important, entre l'intestin et le bien-être. On va voir un petit peu donc les bactéries des amis qui nous veulent du bien. Voilà, donc vous avez dans l'intestin des bactéries qui vont former une barrière. Il y a beaucoup plus de couches que des bactéries. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, j'ai déjà fait une conférence complète sur les intestins, ce sera pas le sujet aujourd'hui. Pourquoi pas un autre sujet? Mais en tout cas, vous avez une barrière qui est physique, chimique et immunologique. Donc, petit aparté, important, en ce moment particulièrement, mais je veux dire pour toujours, garder en tête que 70 à 80 de votre immunité se trouve ou va dépendre en tout cas de votre système digestif, de votre intestin. Donc l'important, c'est de le chouchouter. Voilà, vous avez malheureusement une grosse partie de la population qui est en hyperperméabilité intestinale, ce qui veut dire que votre intestin est poreux, donc on va accentuer un petit peu pour visualiser. Vous avez des trous dans l'intestin qui laissent passer des toxines, des microbes, des aliments non digérés
qui vont passer dans la circulation sanguine qui ne devraient pas passer, qui vont créer toutes ces substances, un genre d'inflammation, de bas grade chronique, hein, qu'on ne va pas spécialement ressentir, mais qui va passer la barrière hémato-encéphalique et qui va créer cette fameuse inflammation et créer beaucoup de désordres mentaux, des symptômes de fatigue chronique, de dépression. On aura aussi des symptômes de fibromyalgie, je parle bien de symptômes, de fibromyalgie, de douleurs, etc. Et qui, à moyen et long terme, vont provoquer vraiment une fatigue et une baisse de tous les neurotransmetteurs. Donc, comment la renforcer, cette barrière? Puisque je pense que l'idée, en tout cas mon idée dans cette conférence, c'était de vous donner des clés pour essayer d'optimiser vraiment votre santé physique et mentale, psychique, en tout cas d'être bien dans sa peau. Eh bien, les bactéries consomment des fibres. Et donc, si vous voulez que vos bactéries soient en forme et restent bien présentes et plutôt au détriment des mauvaises, il vous faut des fibres le plus souvent possible. Donc, je vous disais, les fibres se trouvent essentiellement dans les fruits et légumes et dans les polyphénols. Ça, c'est une autre famille. On n'en parlera pas trop aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Et donc, tout ça aura un impact au niveau de votre microbiote intestinal, etc. Donc, elles fournissent de l'énergie à l'organisme ainsi qu'un bien-être psychologique. C'est vrai que j'ai beaucoup de patients qui me disent, depuis que je remange plus de légumes, de fruits et que je varie, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Donc, il n'y a pas que l'effet poids, il y a aussi l'effet vraiment bien-être, puisque ça a un impact direct sur l'intestin qui, lui, a un impact pratiquement direct sur le système nerveux. Donc, les prébiotiques alimentaires, je vais passer un petit peu, mais on les trouve essentiellement dans les légumes et aussi dans les fruits. Il y a des légumes un peu plus riches, mais attention, on n'est pas toujours prêt à en manger de trop. Il faut y aller gentiment quand vous ne connaissez pas certains aliments ou quand vous ne les tolérez pas. Il faut les mettre petit à petit, mastiquer et en général, tout repasse. Donc voilà un petit peu certains aliments très riches, mais je vous dis, en règle générale, les aliments, les fruits et les légumes sont très riches en prébiotiques. En résumé, donc ces bactéries ont un rôle de digestion et d'absorption. Donc comme je vous disais que notre corps, pour fabriquer de la dopamine, le starter, l'envie de faire, la sérotonine pour se relaxer, pour ne pas avoir envie de consommer du sucre en excès, etc., a besoin de bien digérer et d'absorber. Il ne suffit pas de mettre plein de légumes dans son assiette, il faut aussi les mastiquer, il faut avoir une bonne digestion. Et ça, je suis en train de faire une conférence là-dessus justement pour optimiser la digestion. La maturation du système immunitaire, donc les bactéries vont vraiment avoir un impact sur le système immunitaire. C'est une barrière de protection des mauvaises bactéries, elle détoxifie les polluants et elle produit, il y a une production de certaines vitamines qui se fait via l'intestin. Donc voilà. Et alors, quelles sont les causes de déséquilibre de la flore? Là, on a je vais passer parce que vous pourrez le relire et le revoir, puisqu'on vous a dit vous pouvez mettre sur pause, revoir. Je vais juste peut-être donc reparler, juste les aliments hyper transformés vont déséquilibrer la flore. C'est pour ça qu'on a tant de fameux côlons irritables, hein, le mot fourre-tout que je n'aime pas trop, mais qui est souvent utilisé pour donner plein de symptômes, que ce soit ballonnement, constipation, diarrhée, douleur au niveau estomac, intestin. Les médicaments, évidemment, bon, certains sont essentiels, on le sait, ils sauvent des vies tous les jours, mais il y en a qui sont consommés vraiment en excès et quelquefois sans savoir trop pourquoi. Ils ne font même pas quelquefois l'effet escompté, mais on continue à le prendre sans savoir trop pourquoi. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Le stress chronique, évidemment, l'activité sportive intense, l'hypothyroïdie, mauvaise mastication, le manque de sommeil, ce sont des choses simples, hein, mais si vous n'allez pas dormir, si vous ne dormez pas suffisamment, ne vous attendez pas à avoir un mental au top. Impossible. Alors c'est vrai qu'il y a
tout le monde n'est pas, on n'a pas tous les mêmes besoins au niveau du sommeil, mais quand on dit oh moi je dors 3 heures et c'est suffisant, il y a quand même pas mal de choses qui se font pendant le sommeil qui en 3 heures ne peuvent pas se faire. Donc entre autres la détoxification, etc. Donc c'est quand même important d'avoir un sommeil réparateur. Là, les règles simples, je vais les passer. Ah non, il y a 2 choses que j'aimerais quand même, les 2 derniers points. La cohérence cardiaque, je sais que ça ne parle pas de l'assiette, mais c'est une technique de respiration qu'on peut trouver sur internet qui est gratuite, qui a été mise au point depuis de nombreuses années par un médecin et qui a été reprise par David Servan-Schreiber, qui a écrit beaucoup là-dessus. C'est une pratique qui dure 5 minutes, mais qui peut vraiment changer le cours des choses. Croyez-moi, et je pèse mes mots. Je n'irai pas plus loin parce que ça fera partie d'une conférence complète dans toutes ces pratiques-là. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment vivement d'aller de taper cohérence cardiaque YouTube, où vous avez aussi des applications. Comme ça, vous pouvez faire cette cohérence sans être connecté au Wi-Fi. Et la stimulation du nerf vague, j'aurais voulu en parler plus, mais peut-être que dans les questions, elles seront là. Donc, le nerf vague est hyper important pour avoir un bon microbiote et surtout un bon mental. Et le nerf vague est vraiment au centre des nouveautés. En tout cas, il est bien connu depuis longtemps, on le mettait de côté et maintenant, beaucoup de gastro-entérologues sont en effet conscients de l'impact de cette stimulation du nerf vague s'il n'est pas suffisamment stimulé ou s'il n'est pas en bonne forme, de l'impact entre le système digestif et le système nerveux. Grâce à ce nerf vague, on a enfin pu prouver vraiment l'impact et le lien entre les deux. Alors, j'ai pratiquement terminé. Là, je vous rassure, on va passer aux questions-réponses bientôt. Donc, les plantes et pistes pour surmonter naturellement la déprime, vraiment. Donc, on est plutôt dans le côté ayurvédique ici. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il faut pas se cantonner à une seule branche. Il faut pouvoir aller prendre un petit peu partout. Le safran. Alors, le safran, je ne sais pas si vous allez voir, mais moi, j'en ai pour le moment des 2-3 pistils de safran dans de l'eau. C'est un effet régulateur de l'humeur. Ça, c'est dû à la crocine et au safranal qu'on va retrouver comme molécule, mais il y a beaucoup d'autres impacts. On va trouver beaucoup, ça va travailler sur l'inflammation, etc. Mais le safran est quelque chose d'intéressant. Alors, c'est cher, en effet, mais il y a un monsieur, je sais que c'est du côté de Bruxelles, malheureusement, je n'ai pas son nom, qui arrive à cultiver le safran. Et comme il faut 2-3 pistils maximum pour 1 litre d'eau, vous allez des semaines et des semaines pour 10 € en safran. Donc voilà, ça c'était la petite aparté au niveau du safran. La cannelle, on a parlé beaucoup de la cannelle pour la régulation du sucre, mais elle a beaucoup plus de vertus qu'on ne pense, au niveau de l'humeur aussi. Le romarin, le curcuma, le thym. Ces 5 plantes peuvent, ou racines aussi, peuvent vous aider vraiment à surmonter naturellement, ou en tout cas vous optimiser si certaines personnes sont dans des démarches d'arrêt de certains médicaments, surtout jamais arrêter sans aide avec votre médecin, mais ces plantes peuvent vous donner un coup de pouce quand vous êtes dans cette démarche, mais aussi pour les personnes qui sont hyper stressées en ce moment. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. J'en vois beaucoup et j'en fais partie aussi par moment. Rien que simplement via l'ordinateur, on a quand même un petit peu angoissé ou non, allez, stressé en rigolant, en gardant la bonne humeur, mais parce que voilà, il faut s'adapter. Donc, je vous ai mis une infusion à faire, si vous voulez, qui est géniale, vraiment, mais vous pouvez aussi, certains vont préférer les gélules parce que c'est plus facile, mais on peut se retrouver aussi dans des herboristeries. On les oublie, les herboristeries, mais souvent les herboristeries regorgent de toutes plantes qu'on peut faire en infusion et donner vraiment des résultats extraordinaires. Et je trouve qu'on les a oubliées, mais je pense qu'elles reviennent un peu là. On en reparle de plus en plus. Donc ça, je suis très contente pour ça.
Alors faites-vous plaisir, composez-vous de belles assiettes hautes en couleurs avec des produits sains, puisque les couleurs vont aussi impacter votre humeur. Bio si possible, ou en tout cas émanant de petits producteurs. Faites-vous plaisir, vous le valez bien, mais faites leur plaisir aussi. Donc tout sera, ça va dans les deux sens. Prenez grand soin de votre santé, elle est précieuse, vous l'aurez compris. Et puis, je terminerai par cette phrase. Donc, on dit qu'il faut prendre son mal en patience. C'est un mot, en tout cas, c'est une phrase qu'on a entendue beaucoup ces derniers temps. Moi, je dirais plutôt, et si l'on prenait notre bien en urgence, notre bien-être physique et psychique. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a pu vous aider, en tout cas, et que ça pourra vous aider au quotidien. Et j'attends vos questions s'il y en a. Et voilà, je vais passer la main si je peux. Je pense que je vais avoir besoin d'aide pour passer la main parce que j'ai perdu une fenêtre qui va me permettre, je pense, de fermer. Je pense que c'est fait. Eh bien, je vous remercie. Nous vous remercions, Madame Severin. Vraiment, vous nous avez donné déjà bien des solutions, des pistes d'action et des petits trucs et astuces. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites questions. Ok. Alors, la première question qu'on vous pose, est-ce que la méditation renforce la sécrétion de mélatonine? À partir de quelle fréquence? Si oui, 15 minutes par jour ou plus. Et il y a une personne qui dit qu'elle fait 2 à 5 minutes de cohérence cardiaque les matins. De la méditation 15 minutes, serait-il bénéfique de faire en plus 5 minutes à midi et 5 minutes au soir? Donc là, on est dans du physique. Oui. Ah, j'adore cette question, merci. Alors la cohérence cardiaque, il faut savoir que pendant plus ou moins, ça va dépendre de chaque personne, mais quand vous faites la cohérence cardiaque de 5 minutes, plus ou moins 4-5 heures après, pendant 4-5 heures, vous allez réguler votre taux de cortisol, l'hormone du stress. Donc finalement, pour les personnes hyper stressées, ou qui ont du mal, qui respirent mal, qui ont l'impression des sensations un peu d'oppression, etc., le faire matin, midi, soir, ce serait l'idéal. Je tiens à dire que la cohérence cardiaque, il n'y a aucune contre-indication et qu'on peut en abuser. Donc, on peut le faire tant qu'on veut. Et je peux vous dire qu'avant chaque conférence, moi, je vais la faire en cachette parce qu'elle me permet de m'oxygéner, d'oxygéner mon cerveau pour pouvoir enclencher et ne pas tomber dans les vapes avant de démarrer. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, qui est gratuit et malheureusement, on l'utilise trop peu. Et plus on la fait, et ça c'est important de savoir, plus vous allez en retirer des bénéfices et le faire presque machinalement sans besoin de l'application. Après, vous allez pouvoir le faire au volant. Ça va être vraiment quelque chose, c'est un sport, c'est quelque chose c'est une discipline qu'il faut répéter, mais vous avez tout intérêt. Et la méditation, pour répondre à cette deuxième question, la méditation, évidemment, tout le monde chacun est différent. Il y a des gens qui vont faire de la méditation et que ça angoisse. Donc, en fait, il faut bien savoir que si la méditation vous angoisse, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous tout de suite, en tout cas, et que souvent, il faut simplement faire quelque chose qu'on aime faire au moins 10 à 15 minutes par jour quand on se sent oppressé. Et il y a des personnes qui vont juste devoir écouter de la musique, d'autres qui vont prendre un bain chaud et mettre des huiles essentielles, etc. Mais c'est vrai que la méditation, je l'aime beaucoup, mais moi j'aime la méditation active, par exemple. Je ne sais pas méditer de manière très calme. Il me faut avec des techniques de respiration, des musiques, des chants, etc. Donc voilà. Mais oui, en effet, ça a un impact et à raison de combien, je pense qu'il faut tester. Les personnes qui ont besoin de beaucoup plus et à plusieurs moments de la journée et d'autres une fois par jour, ça suffit. Donc ça, il n'y a pas de règle en fait, il faut vraiment juste se lancer. Ok. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Alors, une autre question, parce que là, on a été, lors du Covid, tout le monde a fait son pain soi-même. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'il y a une différence à faire entre le pain fait maison et celui qui est acheté dans le commerce ou chez le boulanger? Et que penser alors des améliorants présents dans les pains de boulanger?
Je vais peut-être me faire des ennemis là. Alors bon, certains boulangers, et j'en connais, font des pains à l'ancienne, comme ils appellent ça, avec juste de la farine, de l'eau, du sel, un peu de levure ou du levain, encore mieux. Et c'est parfait. Ce sont des pains très consistants, qui sont costauds. Hein, on pourrait, ça c'est une image, hein, mais je parle toujours du pain de ma grand-mère qui, quand on disait, oui, si on le laisse tomber, il va casser le carrelage. Donc voilà, c'est des bons pains. Mais malheureusement, ces mêmes boulangers se sentent obligés de faire des pains avec des farines enrichies en gluten, en amidon de toutes sortes, etc., parce que ça gonfle plus vite, parce que c'est très aéré, qu'on n'a presque pas besoin de mastication et qu'on peut manger un demi-pain tellement il est aéré, et ces pains-là se vantent. Et donc, les boulangers ne demanderaient pas mieux, je pense, en tout cas beaucoup, de ne faire que des pains traditionnels à l'ancienne, mais ça ne se vend pas chez tout le monde, donc ils font les deux. Et faire son pain soi-même, c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on sait plus ou moins ce qu'on met en général. Ce qu'il faut favoriser, c'est les farines de moulin ou les farines bio, qui sont plus chères, certes, mais je vous rassure que vous allez faire des économies parce que vous en mangez moins. Vous êtes moins, vous n'avez pas d'hypoglycémie, plein de choses se passent. Donc, un dans l'autre, à chaque fois, on fait des économies. Dans un premier temps, les gens pensent toujours que c'est beaucoup plus cher, mais non. Vraiment, je vous rassure, donc ça vaut la peine de faire son pain soi-même, ou alors de retrouver des boulangers qui font des pains traditionnels avec des farines simples, je vais dire, et même à l'ancienne. De plus en plus de boulangers font des farines, des pains de petit épeautre, un blé ancien qui n'a pas encore été modifié et donc qui n'est pas délétère pour les intestins, sauf pour les personnes cœliaques. Et des pains, et il y a beaucoup de gens maintenant qui vendent des pains sans gluten, mais attention au piège, ça je tiens quand même à le dire, le piège du sans gluten. C'est-à-dire que si vous passez du sans gluten en remplaçant par des farines de maïs, farine de riz, amidon de pommes de terre, vous allez déplacer un problème de colle aux intestins par un problème de diabète, parce que c'est trop sucré. Par contre, vous avez des pains de petit épeautre, des pains de sarrasin, des pains de millet. Donc, tout ça, ce sont des pains de farine soit sans gluten ou anciennes avec un peu de gluten, mais qui ne sont pas délétères pour les intestins. Et il y en a de plus en plus, tant mieux, et on en trouve dans notre région. Voilà. Et pour rester dans le pain, qu'est-ce que vous pensez des produits fermentés maison, les pains au levain, mais les légumes facto, kombucha? Lacto-fermenté, kombucha. Écoutez, évidemment, c'est très intéressant, mais tout le monde ne les supporte pas. Donc, il faut y aller gentiment. Les gens qui sont habitués, bien évidemment, les supportent et ça, souvent, ça leur fait un bien fou. Mais les personnes qui ne sont pas habituées avec tous ces produits lacto-fermentés, il faut y aller tout doucement parce que les intestins ne les supportent pas toujours tout de suite. Donc, il ne faut pas se plonger tout de suite dans ces légumes, mais c'est génial parce que ça, vous les gardez pendant des années, voire à vie. Et vous avez beaucoup, beaucoup de prébiotiques dedans, donc qui enrichissent votre microbiote intestinal et donc votre santé mentale aussi. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des candérelles, etc. Le cerveau perçoit tout de même l'info sucrée. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux donner aux enfants peut-être des bonbons avec sucre que sans sucre dans ce cas-là? Que pensez-vous des bonbons maison, peut-être faits avec du sirop et de l'agar? Alors, c'est clair qu'il vaut mieux éviter tous ces produits, ces faux sucres, parce que ça va donner une fausse information au corps et ça va déclencher pas mal de choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc malheureusement, sur une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais souvent ce sont des personnes qui achètent tout light, persuadé de faire bien, hein. J'ai beaucoup de personnes qui ont eu ces infos-là, et on l'a pensé, je pense, tout au début, on l'a pensé. Après, on s'est rendu compte que c'était pas du tout bon pour la santé, mais comme ça rapportait, on a continué. Mais par contre, les biscuits faits maison, ça top évidemment parce qu'on peut diminuer petit à petit le sucre. On le fait petit à petit et souvent. Mais
je vais dire, chaque fois quand on joue le jeu, vous allez voir que dès que vous mangez un biscuit trop sucré, c'est écœurant, c'est plus possible. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il faut juste tenir bon pendant 5 à 10 jours. Et puis, on ressent vraiment cet écœurement quand on reprend des produits sucrés. Donc, c'est même plus compliqué. Ça devient vraiment… et alors, par contre, c'est important, sirop d'agave, etc. Moi, j'irais sur du sucre tout simple, non raffiné. On a du sucre de coco, on a du rapadura, mais on a des sucres non raffinés, tout simple. Et le tout, c'est d'en mettre moins. Parce que le sirop d'agave, les sirops ou le miel, ben, on a quand même beaucoup de fructose. Donc, il faut quand même, dans des préparations, ne pas foncer sur tous ces sucres riches en fructose qui sont quand même délétères pour le foie et le pancréas. Donc, c'est bon une fois de temps en temps dans un thé où c'est du bon miel de qualité, du vrai, très intéressant, mais pas en rajouter plein dans les préparations en se disant que c'est mieux. Il vaut mieux mettre un petit peu moins de sucre et peut-être mettre de la cannelle, par exemple, qui va compenser si on aime la cannelle. Voilà. D'accord. Une autre question, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le nerf vague et comment faire pour le stimuler? Donc, le nerf vague. Le nerf vague, bon, pour le stimuler. Le stimuler, donc pour synthétiser, je vais essayer de faire court parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Le nerf vague, il y a un lien direct. Ce nerf, en fait, passe plus ou moins part du système nerveux, du crâne, jusque dans tout au système digestif. Donc, en fait, ce nerf est souvent en hypostimulation et crée beaucoup de malaise après repas, où on se sent vaseux, pas bien, on ne digère pas, mais on peut avoir même des crises d'angoisse très fréquemment. Des gens disent « je fais des angoisses, je ne sais pas pourquoi », c'est souvent après le repas ou le soir quand je me couche parce que la digestion n'est pas terminée, parce que ce nerf vague est bloqué, n'est pas stimulé. Et donc, et ça, c'est quelque chose, c'est une approche très importante parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens perdus avec leurs angoisses, leurs problèmes de digestion, avec des crampes au ventre, où ils se retrouvent aux urgences, on leur dit mais non, il n'y a rien, c'est du stress, on leur donne quelque chose pour se relaxer. Et en effet, ça marche, hein, le relaxant va les aider, ils vont rentrer chez eux, tout va bien, ils vont dormir, et puis ça va recommencer. Et donc, en fait, ce nerf vague est maintenant mis en évidence avec beaucoup d'études étayées, heureusement, maintenant on en parle. Je ne trouve pas suffisamment parce qu'il ne rapporte pas, encore une fois, désolé de mettre l'accent là-dessus, mais ce nerf vague, pour le stimuler, en fait, vous pouvez gargariser, par exemple. Donc, simplement, quand vous vous brossez les dents le matin, quand vous rincez la bouche, vous pouvez gargariser et vous comptez, par exemple, jusque 10. Et donc là, vous allez le stimuler. Et si vous voulez, vous pouvez le faire avant chaque repas parce que vous allez aider à la digestion. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme stimulation? Il y a aussi le réflexe de vomissement. Donc, pas de panique, on ne fait pas vomir, mais on peut, encore par exemple avec la brosse à dents, aller un petit peu plus loin pour juste avoir ce petit réflexe, pas vomir, hein, mais vraiment qui est peut-être pas agréable, mais qui pour ces personnes qui ont un problème de nerf vague va être extraordinaire. Et donc, vous avez ça. Vous avez aussi la musique de Mozart, la sonate en ré majeur, je pense que c'est ça, qui, à l'écoute, en fait, les sons permettent de travailler sur le nerf vague. C'est la sonate 458, je pense, en ré majeur, de Mozart. Vraiment, vraiment, gracieux. Et le chant, chantez dans votre douche, dans votre baignoire, chantez à tue-tête dans votre voiture si vous chantez faux, ça personne vous entend. De toute façon, on ne peut pas faire pire avec la météo, donc allez-y. Mais là, vous allez vraiment travailler sur le nerf vague. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent bah, je ne chantais plus, maintenant que je rechante, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. On voit en fait, et c'est pas que parce qu'il y a le chant qui est, oui, le chant aide à, enfin, voilà, la musique calme, relaxe ou donne le peps, mais aussi un impact avec les vibrations sur le nerf vague.
D'accord. Et d'ailleurs, certains ostéopathes, certains thérapeutes travaillent sur le nerf vague par des petits touchés très, très doux et débloquent ce nerf. Alors, donc c'est important. Mais c'est vrai que c'est un vaste sujet que je ne peux pas m'étaler plus. Voilà. Une autre question, comment arriver à changer ces mauvaises habitudes quand on veut toujours du rapide et qu'on n'aime pas trop les légumes? Et dans le même item, comment avoir des couleurs en mangeant local et de saison? Parce qu'en Belgique, au printemps, il n'y a pas vraiment, il n'y a que du vert. Donc, il y a seulement les fraises qui arrivent, mais nous avons un peu difficile de varier les couleurs. Oui, c'est vrai que local par période, c'est compliqué. Et moi-même, je vous avoue que quand j'en peux plus des choux, etc., ou du blanc ou du vert, je me permets, c'est vrai que je vais les prendre au magasin bio, des fois un peu des légumes de couleur. Parce qu'il faut mettre de la couleur, on ne peut pas tout faire à fond, c'est impossible, hein. Donc, on fait au mieux avec des légumes de saison et on peut rajouter, enfin moi je suis fan des poivrons, eh bien voilà, je vais m'acheter des poivrons bio qui sont un petit peu tout cabossés, je les trouve vraiment pas brillants, je vous rassure. On peut aussi congeler, donc on peut faire la fourmi, c'est-à-dire on peut, plutôt que la cigale, c'est-à-dire qu'on peut, congeler, beaucoup de légumes en été, les blanchir un peu puis les congeler, et voilà. Mais je pense qu'on peut, quelquefois, sortir un petit peu des légumes de saison. C'est vrai qu'en Belgique, on n'a pas trop, on n'a pas toujours, toutes les couleurs, qui nous donnent le peps. Donc voilà, et je pense que pour les gens qui ne mangent pas beaucoup de légumes, ben, il faut trouver des astuces. Alors moi, j'en ai trouvé une ces derniers jours, mais vraiment simplement. Donc j'ai un blender, je coupe des légumes de couleur, ce que j'ai dans le frigo, je les coupe en vitesse, je les mets dans le blender et puis je mets de l'eau chaude que je fais chauffer avec je fais chauffer de l'eau à 80 degrés, 80, 90. Je comble le dessus du blender, donc je recouvre mes légumes, je mets et je mixe avec plein d'épices, curcuma, je mets même je mets de l'ail, et je mixe. Et en fait, vous avez une soupe, mais qui est crue, chaude. Ça prend 5 minutes, je vous le promets. J'en ai fait une tout à l'heure avant de venir. Donc tout à l'heure, j'ai fait patates douces, carottes, courgettes. C'est ce qui me restait dans le frigo, c'est tout. J'ai rajouté du ghee, le fameux beurre clarifié, parce qu'il y a beaucoup de butyrate très intéressant pour notre intestin, mais ça, c'est encore un sujet. Et j'ai rajouté de l'huile d'olive et du curcuma et du poivre noir. Je pense que c'est tout. Et j'ai pressé un peu de citron. Je vous assure, 5 minutes. J'ai mixé, c'était une soupe. Et souvent, les gens qui n'aiment pas les légumes, etc., même les enfants, la soupe, ça passe. Le tout, c'est de trouver les légumes qui vont vous donner le goût qui vous plaît. Et alors, pour la consistance onctueuse, c'est vrai qu'on peut mettre un avocat une fois de temps en temps, mais on peut, je vous dis, mettre du ghee. La courgette va donner un côté onctueux. On peut mettre de la graisse de coco si on aime le goût coco pour donner le côté un peu velouté. Et alors, quand le soleil va arriver, vous pouvez faire la soupe crue avec de l'eau froide et avec plein de couleurs. Et mélanger, vous pouvez mettre même de la pomme, parce que les enfants, même les adultes qui n'aiment pas les légumes, vous rajoutez une pomme dedans, ça a un petit goût sucré et paf, ça passe. Ben voilà, on n'hésitera pas à aller voir votre site. Je crois qu'on Ça, je aura l'ai pas beaucoup encore de mis sur couleurs le sur site, votre site en tous les cas. mais voilà. Une autre question, que conseillez-vous en cas de problème de flore intestinale, de côlon irritable? Est-ce qu'il y a des aliments particulièrement à éviter ou à privilégier en cas de rectocolite? On sort un peu du cadre, oui, pardon, on sort un peu du cadre, oui et non. Je comprends cette question puisque, je vais dire que sans vous mentir vraiment, hein, je vais dire que 90% des patients qui viennent pour des problèmes de rectocolite, de diverticules, d'intestin irritable sont vraiment, en général, dépressifs ou en tout cas mal dans leur peau, perdent confiance en eux, n'ont plus sont en fatigue chronique. Pourquoi? Parce que je vous expliquais justement qu'une grosse partie des neurotransmetteurs vont être métabolisés au niveau de l'intestin. Et donc, ces personnes, ce n'est pas parce qu'elles ont mal ou parce qu'elles ne digèrent pas qu'elles ne sont pas bien dans leur peau, ce n'est pas dans leur tête, c'est vraiment physiologique. Elles n'ont pas les outils nécessaires pour avoir un mental équilibré.
Et donc, je vais répondre à cette question, mais c'est trop complexe pour y répondre. Mais en tout cas, en effet, il y a des choses à faire, mais on est tous différents au niveau du microbiote. Donc, ce serait une erreur et ce ne serait pas honnête de ma part de vous dire entre ceci ou cela. Une chose est importante, c'est qu'en tout cas, manger le moins transformé, mastiqué, et chez certaines personnes, le fait pendant un petit temps de ne plus manger après 18 heures, je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais les gens qui souffrent sont prêts à le faire. Après 17-18 heures, ne plus rien manger, juste un peu boire un thé, de l'eau, etc. et aller au lit quand ils veulent. Ça va déjà mettre au repos le système digestif. Vous avez pas mal de bouquins bien faits hein, qui mettent comment mettre les intestins au repos, etc. Mais je trouve que souvent les bouquins, le problème c'est que c'est pas individualisé, donc on peut un peu tomber dans des extrêmes qui sont pas forcément les meilleurs. Mais je ne peux pas répondre de manière plus précise que ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, et ça, ce que je veux faire passer, c'est que toutes ces personnes qui ont un microbiote qui n'est pas en forme, et quelquefois ils ne le savent pas, mais qui se plaignent et qui sont mal dans leur peau et qui ont comme un brouillard mental, des problèmes de concentration, de mémoire, c'est pas dans leur tête, c'est vraiment réel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de super choses à faire qui fonctionnent pour retrouver l'esprit bien clair et être bien dans sa peau. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre au mieux. Merci bien. Vous recommandez dans votre exposé de manger moins de viande, mais pour les personnes qui ont tendance à manquer de fer, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Manger moins de viande le soir, c'est surtout ça. D'accord. Et de toute façon, le soir, votre corps n'assimile plus grand-chose, surtout les protéines. C'est très, très lent à digérer, donc ça va pas vraiment passer. Mais par contre, le matin et le midi, pour les personnes qui manquent de fer, bien évidemment, la viande est intéressante, de qualité et bien la mastiquer. Maintenant, s'il y a des personnes qui manquent de fer malgré leur consommation en viande, ça peut être souvent un problème d'absorption, d'assimilation. Et là, on est reparti dans le système digestif. Et je dirais toujours privilégier la qualité plutôt que la quantité et le bon moment. Matin, midi, mais le soir, ça ne vaut pas le coup. Et donc, je ne dis pas qu'il faut manger moins de viande, mais c'est surtout le soir. Et c'est surtout le soir qu'on la mange. Donc voilà, c'est pour ça que je disais ça. D'accord. Quel régime alimentaire conseilleriez-vous en cas de syndrome des jambes sans repos et quel aliment faudrait-il éviter? Donc, il faut éviter les protéines animales le soir, mais il faut par contre les privilégier énormément le matin parce que votre dopamine du matin va s'activer grâce aux protéines animales du matin, donc les œufs, du jambon, pour les plus téméraires, des sardines, des maquereaux, des restes de la veille, peu importe, mais matin et midi. Et alors, chez certaines personnes, ce qui marche très bien, c'est qu'il y a une plante que j'utilise énormément, c'est le Mucuna prurien, qui est une plante qui va augmenter la dopamine le jour même. Elle fait effet le jour même. Donc, j'ai des personnes qui avaient des jambes sans repos, quand je leur donne cette plante, ça disparaît pratiquement le jour même. Et donc, elles peuvent en prendre pendant quelques temps. Puis, on arrête. Et puis, si le corps recommence, à un moment donné, on en reprend. Mais il n'y a pas de contre-indication à cette plante, à ce que je sache, mais à tester en tout cas. Mais c'est vrai que donner voilà, c'est les protéines du matin et du midi qui peuvent déjà aider énormément. Et si vraiment il y a un gros problème de dopamine, parce que ça peut être héréditaire, génétique, là alors cette plante est géniale. Géniale. D'accord, super. Ici, je crois que vous en avez déjà parlé lors de votre conférence, mais on pose la question du comment éviter vraiment les gros coups de pompe à 17 heures. Oui, j'en ai parlé. C'est en déjeunant, dînant, de manière avec le bon carburant, des bonnes graisses, des aliments vrais, pas du faux, donc pas ce qui est sous vide, ultra transformé, qui n'apporte aucun nutriment et donc qui vont provoquer à un moment donné vraiment une chute au niveau des neurotransmetteurs, mais de la glycémie. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que certaines personnes ont vraiment besoin, vers 4 heures, de manger, de remonter leur glycémie, parce qu'elles ont tendance à ne pas
à avoir une hypoglycémie. Ça dépend des métabolismes. C'est pas une maladie, c'est un métabolisme qui peut être comme ça. Et on peut se prendre, comme je vous ai mis, le goûter. On peut trouver des astuces de goûter simples, hein. On peut prendre une grosse poignée de fruits secs parce que ce sont des bonnes graisses qui vont apporter des nutriments avec un fruit. Les deux ensemble, en général, ça tient au corps. Alors, si on n'aime pas, il y a plein d'autres solutions. J'en ai mis sur mon site, mais il y en a sur Facebook, sur Instagram, des choses simples. Et ça peut être intéressant de goûter absolument, de se mettre même une petite alarme pour ne pas zapper chez ces personnes-là. D'accord. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous pensez des probiotiques, particulièrement du kéfir? Ça fonctionne chez certaines personnes de manière magique, avec le ventre qui devient tout plat, et chez d'autres, c'est une catastrophe. Elles sont pliées en deux, tout simplement parce que certaines personnes n'ont pas le même microbiote et ne peuvent pas supporter le kéfir, que ce soit de fruits, qui est mieux. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que s'il convient, c'est super. Écoutez-vous surtout et ne vous fiez pas aux lectures tout le temps ou aux conférences parce qu'on en oublierait alors son instinct, son ressenti, et je pense que c'est ça qui nous fait perdre un petit peu la raison et la tête, c'est qu'on se fie trop. Maintenant, on est tellement informé j'entends beaucoup de gens qui disent: «Oh, mais on ne sait pas, on n'est pas informé». Si, on est informé, mais trop. Et on est tellement informé qu'on essaye une chose un jour, puis le lendemain, on essaye autre chose, puis et on n'a plus le temps de savoir ce qui nous convient. Donc l'idée, c'est de ne pas s'éparpiller et de tester gentiment des choses, et puis votre corps vous dira exactement ce qui lui convient. Voilà. Merci. Mais vous avez du succès, hein? On n'a pas fini. Alors, vous parliez d'un intestin à la paroi poreuse tout à l'heure. Est-ce que cet intestin à la paroi poreuse pourrait être réparé, et notamment déjà par l'alimentation ou uniquement par l'alimentation? En évitant les produits les produits ultra transformés, déjà, on va faire beaucoup de bien. En évitant, quand il y a hyperperméabilité, en évitant un maximum le gluten et la caséine, on voit en effet que la barrière va être moins perméable après quelque temps. Souvent l'hyperperméabilité, j'avoue que j'ai besoin en général de compléments, qui vont cicatriser cette barrière, mais surtout comprendre pourquoi elle a été, poreuse. Et il faut aller travailler en amont. Souvent, on s'arrête à l'intestin, à la réparation, et puis ça revient. C'est parce que peut-être la personne ne mastique pas, ou peut-être qu'elle ne digère pas correctement parce qu'elle n'a pas assez d'acide chlorhydrique, parce qu'elle est trop stressée, parce qu'elle a un problème de nerf vague. Donc il faut en effet la réparer au plus vite, mais il faut qu'on comprenne après pourquoi il y a eu cette perméabilité, et donc il faut travailler en amont. Et ça, c'est tout un voilà, ça prend, un peu ça demande quelques investigations, des questions aux personnes pour pouvoir le faire. Mais ça se fait et on sait réparer si c'est fait voilà, c'est D'accord. possible. Une personne nous dit qu'elle est productrice de chicorée à l'inuline, mais on en trouve dans le commerce ou pas? Où peut-on en trouver? Mais si elle est productrice, Mais oui, donc si elle est productrice, on la trouve chez elle, je suppose. ben oui, c'est vrai. Donc je comprends pas Mais est-ce bien, qu'on en trouve dans le commerce? donc c'est la chicorée C'est la enrichie en chicorée à l'inuline. C'est ce que moi je alors l'inuline se trouve, beaucoup dans les compléments alimentaires, justement, en lien avec le microbiote. Donc souvent on en d'accord. retrouve, elle n'est pas toujours tolérée parce qu'elle peut occasionner des ballonnements, mais voilà. Donc j'ai pas vraiment, je pense pas que dans le commerce, je vous avoue que je vais plus trop dans les grandes surfaces, donc je sais plus ce qui s'y trouve, faudrait que je refasse un petit tour. OK. Est-ce que vous recommandez le pain de seigle 100 au levain maison? Je crois que la réponse était déjà donnée. Oui, si vous le supportez bien, Voilà. c'est très bien. Oui, oui, oui.
Alors, comment mesurer le niveau des neurotransmetteurs? Alors, on peut le faire avec, moi je le fais avec des questionnaires que j'ai mis au point à pas par mois depuis de nombreuses années par des scientifiques plus ouverts, enfin centrés sur tout ce qui était système nerveux. Donc avec des questionnaires, on arrive souvent à voir où en sont les personnes. Déjà, voir ce qu'elles mangent, on sait déjà dire qu'il doit avoir certaines carences. Sinon, il y a des tests sanguins. Mais ce qui marche le mieux, ce sont les tests urinaires sur 24 heures. Et ça, c'est un médecin qui doit le prescrire. Ce sont des médecins souvent qui font de la médecine fonctionnelle qui prescrivent ça, mais aussi des endocrinologues qui sont très ouverts à ça. Et donc, c'est dans les urines de 24 heures. Si vraiment il y a des gros problèmes de dépression avec des gros problèmes de comportement, avec des idées noires, ça vaut la peine, en effet, parce qu'on peut avoir vraiment des problèmes à cibler plus concrètement alors en ce moment-là. D'accord. Ben, on voit l'heure qui passe. Je vais peut-être encore me permettre de vous poser 2 questions et puis on arrêtera là parce que on pourrait encore y passer quelques heures, je crois. OK. L'avant-dernière question est celle-ci. Quelle peut être la cause du brûlant des renvois trop importants? Les aliments, quels sont les aliments à privilégier ou à éviter pour une bonne digestion, pour éviter des remontées acides? Mmh. Ouh là là, ça c'est une super question, mais qui est hyper longue normalement la réponse. Donc je vais faire court. En cours. En cours, donc en général, quand on a des renvois, des irritations après un repas facilement, qu'on a le brûlant, on se dit hyperacidité. C'est l'inverse. Dans 80 % des cas, c'est une hypochloridrie, un manque d'acide chlorhydrique qui permet de digérer les aliments, de les fractionner et de tuer aussi les pathogènes. Et donc, en fait, c'est pas que les aliments à privilégier ou à éviter, c'est plutôt voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on est en hypochloridrie. Ça peut être des gens hyper stressés qui sont en hyperacidité la journée, mais qui manquent d'acidité au moment du repas. Ça peut être des gens, en effet, qui mangent beaucoup de produits hyper transformés, donc voilà, là, ou qui ne mastiquent pas. Mais souvent, c'est un problème d'hypochloridrie qui peut arriver à un certain âge, parce qu'on sait que l'acide chlorhydrique va un peu diminuer. Et donc, on peut, par exemple, tester, ça peut paraître bizarre, mais le vinaigre de cidre non pasteurisé, vous en prenez un petit peu dans un verre d'eau avant le repas. Ça va vous aider normalement à digérer et ça ne va pas brûler. Si ça brûle au point de vraiment, si c'est le feu quand vous buvez un peu de vinaigre de cidre non pasteurisé, c'est qu'il y a peut-être des lésions. Donc là, on ne va pas mettre du feu sur du feu. Par contre, si c'est vraiment un problème d'hypochloridrie, le vinaigre de cidre non pasteurisé bio, j'insiste, 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, ça dépend un peu, avec un peu d'eau avant le repas, on voit déjà une amélioration. Et si c'est ça, vous pouvez penser que vous êtes en hypochloridrie. Et si vous prenez un antiacide, surtout arrêtez-le parce que vous faites l'effet inverse. Mais pas sur les conseils de votre médecin, sinon je risquerais de me faire taper sur les doigts. Mais souvent, c'est l'inverse. Donc voilà, mais c'est complexe à expliquer comme ça en quelques mots. C'est vrai qu'il nous faudrait un autre webinaire. Eh bien, la dernière alors question, qu'est-ce que vous pensez des probiotiques que l'on peut obtenir en pharmacie, mais alors là, pour les enfants et sur le long terme? Alors j'étais assez fan, il y a des années d'ici des probiotiques et puis, l'évolution fait que les lectures, les découvertes font que finalement, on se rend compte que déjà les probiotiques peuvent faire des dégâts si on ne prend pas les bonnes souches qui nous conviennent. On n'a pas tous les mêmes besoins au niveau des probiotiques. Une chose est sûre, c'est qu'en général, les lactobacilles, enfin certaines familles très simples de bactéries qu'on a tous besoin et qu'on a dès la naissance, on ne peut pas faire de tort si on fait une cure après, par exemple, une cure d'antibiotiques, on n'a pas eu le choix ou quand on a eu une gastroentérite, et cetera, ça vaut la peine. Sur du long cours, moi, j'irais plutôt sur des prébiotiques, même, mais en aliments. Donc, nourrir le microbiote pour que ces bactéries, les bonnes, persistent, prolifèrent
au détriment des mauvaises. Et donc, j'irais plutôt sur la nourriture des bactéries plutôt que les probiotiques sur du long cours, qui peuvent faire quelquefois l'effet inverse. Maintenant, comme chacun, il y a des personnes qui disent « moi, ce probiotique-là, il me convient, quand j'en prends, ça me va », et d'autres vont dire « moi, quand je prends celui-là, je suis vraiment pas bien ». Donc, ça aussi, c'est au ressenti. Sur le long cours, je dirais que ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux travailler avec les fruits, les légumes, des prébiotiques qu'on peut retrouver dans des compléments alimentaires bien ciblés, et la famille des polyphénols, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est une famille extraordinaire qui enrichit les bonnes bactéries. Eh bien, Madame Sevrin, un tout grand merci, vraiment. On a passé, je crois, une agréable soirée. Ah, mais merci. Et nous repartons vraiment chargés d'astuces et de bons conseils qui vont nous donner la pêche. Et donc voilà, pour notre santé mentale, avec le début du déconfinement, on est parés, je crois. Donc voilà, un grand merci. Je termine en vous rappelant qu'il existe de nombreux autres conseils, astuces et témoignages aussi pour prendre soin de votre bien-être, quel que soit votre profil, sur le site et la page Facebook de Je pense aussi à moi. J'en profite pour vous informer de la prochaine activité du service promotion de la santé, qui sera aussi un webinaire destiné alors aux professionnels en contact avec les préadolescents sur l'influence de la publicité alimentaire. Il aura lieu le 3 juin de 20h30 à 21h30. Au programme, il y aura une intervention du professeur Karine Chary et la présentation des capsules vidéo de notre nouvel outil pédagogique Déballe ta pub. Vous retrouvez plus d'informations et le formulaire d'inscription sur la page www.mc.be Déballe ta pub. Voilà, je vous rappelle que notre formulaire d'évaluation anonyme que mes collègues vont insérer sans doute maintenant dans le chat et que nous vous invitons à compléter. Vous recevrez dès demain le lien vers le replay de cette conférence qui sera accessible, je vous l'avais dit tout à l'heure, déjà pendant 15 jours. Je remercie encore Madame Sevrin vraiment pour cette super conférence. Un grand merci à vous et je vous souhaite une agréable fin de soirée et à très bientôt, je l'espère. À bientôt, Merci. au revoir.